Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 71e numéro de 100% PSG de l'actualité du Paris Saint-Germain, résumé pendant une heure avec mes acolytes. On va revenir sur la défaite du Paris Saint-Germain hier, 2-1 face à Leipzig. Le Paris Saint-Germain qui est déjà en difficulté dans sa poule avec 3 points seulement, à égalité avec l'Istanbul Başakşehir qui lui a gagné contre Manchester United. On va revenir sur le match, on va revenir sur Thomas Tuchel, faire des focus sur certains joueurs, la prolongation même de contrat de Thomas Tuchel. Il en a parlé à nos confrères de Sky Sport, c'était avant le match d'ailleurs contre Leipzig, mais je vous détaillerai le sommaire tout à l'heure. Je vais déjà vous présenter l'équipe qui m'accompagne pour parler malheureusement négativement du Paris Saint-Germain parce qu'il y a pas d'autre mot que ça. Mousse qui est avec nous. Salut Mousse. Salut Hugo, salut tout le monde. Je ne vous demanderai pas comment ça va, hein, parce que les lendemains de défaite, on en a suffisamment fait dans les podcasts pour voilà. Je vous demanderai juste si vous êtes en forme pour parler pendant une heure, revenir sur le match. Mousse, tu es prêt? Écoute, je suis négatif, donc tout va bien. Voilà, j'essaie d'être optimiste. Yacine Amned, salut Yass. Salut à tous. Question traditionnelle, est-ce que tu t'es refait le match pendant la nuit? Franchement, hier non, parce qu'il n'y avait pas besoin en fait. J'avais tout vu pendant le match. Oh. Yacine Amned hein, qui voit toujours tout avant les autres. Hein. Parce que là, c'est trop flagrant en fait. Ouais. Et enfin, Cédric Lucas qui nous fait le plaisir de revenir avec nous, évidemment, habitué du podcast. Ça va, Cédric? Bon, ça va, oui, non. On va dire que on a connu pire, mais on a connu mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Je te pose la question parce que ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, mais voilà, ça nous fait plaisir en tout cas que tu reviennes débriefer un match du Paris Saint-Germain avec nous. Donc, je le disais, on va évidemment revenir en intégralité sur la rencontre hier de Ligue des Champions, le troisième match de poule du Paris Saint-Germain, défaite 2-1 sur les terres allemandes contre le Leipzig de Julian Nagelsmann pour faire un peu le film du match. But de Di Maria en début de partie, hein, sur une passe de Moise Kean après un bon pressing, le Paris Saint-Germain qui démarre très très bien. Un penalty à la 16e minute, malheureusement manqué par André Di Maria, qui va être un peu le tournant du match. Christopher Nkunku, l'ancien Titi du Paris Saint-Germain qui crucifie son ancien club, un partout juste avant la pause. Et puis le but du 2-1 à la 57e minute en début de deuxième période par Emile Forsberg sur un penalty après une main de Presnel Kimpembe. Le Paris Saint-Germain qui n'arrivera jamais à inverser l'issue de la rencontre avec même 2 cartons rouges avec Idrissa Gueye à la 69e pour un deuxième jaune. Et évidemment, Presnel Kimpembe à la 95e aussi pour un deuxième jaune. Donc déjà que le Paris Saint-Germain n'a pas beaucoup de blessés. 2 rouges de suspendus pour la prochaine rencontre. Ça va être encore un beau puzzle pour construire son équipe. Le PSG donc, qui est 3e de sa poule avec 3 points. Manchester 1er avec 6 points. Leipzig 2e avec 6 points. Le Paris Saint-Germain déjà en difficulté avec 3 points. Pour vous résumer, hein, j'ai une stat. Hein. Depuis l'arrivée de QSI en 2011, c'est la première fois que le PSG concède 2 défaites après 3 journées en phase de poule de C1. Et un autre chiffre, Paris n'a glané que 3 points donc, lors de ses 3 premiers matchs de phase de poule, soit son plus bas total dans la compétition avec 1997 et 98 et 2004-2005, les 2 seules saisons où il n'avait pas réussi à sortir de la première phase de poule de C1. Voilà pour les petites infos, les petites stats. Et aussi, hein, si on veut englober au bilan des clubs français en Ligue des Champions, pour l'instant en 3 journées. 9 matchs, 1 victoire, 1 nul, 7 défaites. Donc pour Marseille, Rennes et le Paris Saint-Germain, 5 buts marqués, 15 buts encaissés. Voilà, le Paris Saint-Germain qui d'habitude est un peu la locomotive des clubs français en Ligue des Champions, qui même eux n'arrivent pas à faire le travail pour l'instant. Mousse, si on reprend un peu le fil de la rencontre, composition de Thomas Tuchel en 4-3-3, beaucoup d'absences, Neymar, Verratti, Icardi, Mbappé, Draxler. Un 4-3-3 avec un milieu, voilà, on va pas se cacher, pas très créatif, hein, profil très défensif, comme on a l'habitude de voir avec Marquinhos, de nouveau en 6 avec Herrera Gueye, une attaque sans surprise avec Kean, Sarabia et Di Maria. On a vu pour commencer dans le positif, parce que c'était vrai, on a vu un bon PSG en première période, solidaire, qui a joué collectif, qui a mis à mal les transitions de Leipzig. On a vu un PSG bien rentré dans le match, et puis il y a ce penalty manqué par Di Maria, et petit à petit les Allemands qui sont revenus dans le match jusqu'à prendre l'avantage sur le Paris Saint-Germain et remporter ce match. Oui, pour la première mi-temps, on peut même la comparer au match face au Real Madrid la saison dernière où il manquait Neymar, Mbappé. On en discutait hier avec Yacine, et c'est vrai que sans tes 2 individualités, le collectif est un peu mieux huilé, j'ai envie de te dire. Ça jouait beaucoup plus simple. Et là,
pour le coup, on l'a vu le contre-pressing, même si après je laisserai Yacine développer sur le rôle de Marquinhos dans le contre-pressing, on en discutait hier pendant le match, mais en tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une première mi-temps du PSG comme celle d'hier soir. C'était plutôt un bon PSG agressif, qui a joué très haut. Preuve en est le but de Di Maria sur une récupération de Keane qui a, lui, pour le coup, fait un très très bon match hier, qui a quasiment été le seul, un jeune de 20 ans quand même. Ça raconte quelque chose. Écoute, c'est le PSG de tous les paradoxes, hein. Tu fais une première mi-temps, franchement, encore une fois, qu'est-ce que tu peux leur reprocher en première mi-temps? Pas grand-chose, même s'il te manque quelques joueurs au milieu pour créer. Mais en tout cas, hier, ça a suffi en jouant un peu plus direct. Après, il y a la deuxième mi-temps qui est inexplicable. À part les 5 premières minutes où le PSG était revenu avec les mêmes intentions. Et puis ensuite, plus rien. Il y a des choses qui s'expliquent. Il y en a d'autres, j'aimerais bien que eux nous les expliquent, parce qu'on ne peut pas compter sur Thomas Tuchel pour le faire. Donc écoute, un match bizarre, encore une fois. Le PSG en Ligue des Champions, quoi, voilà. Et après, on rentrera dans le détail, mais mon avis global, c'est ouais, 5 sur 10 sur le match, tu vois, pour mettre la moyenne, parce que la première mi-temps est quasiment parfaite, et puis la deuxième, elle est extrêmement nulle. Donc voilà. Ouais, c'est sympa avec la moyenne à 5 sur 10, hein, parce qu'une deuxième période comme ça, pour moi, Ça, ça ne fait pas avoir la ah, moyenne. je sais, Cédric, mais comme il. Ouais, pardon. ouais. Non, non, t'inquiète. Cédric, comment on peut juger ce match? Mousse le résumé, hein. Il y a une première période plutôt convaincante, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Paris Saint-Germain jouer comme ça, aussi solidaire dans la mentalité. Et puis, une deuxième période complètement à l'opposé, avec plus aucun rythme, plus aucune intensité, complètement absorbé et complètement explosé par les transitions de Leipzig. Comment on peut expliquer un tel revers de situation dans ce match? Bah déjà, sur la première mi-temps, moi je mets un bémol aussi, c'est qu'il faut remercier aussi Navas, qui nous sauve, vraiment. Donc, ok, on mène un 0, mais bon, on peut avoir un deuxième but, ça peut faire 2-0 grâce à Di Maria, Ouais. certes. C'est à la 7e minute, hein, le gros arrêt Ouais, de Keylor Navas qui la faut repousse pas oublier. l'opposé. Il y a Angelino et c'est Florenzi qui Et l'aide. c'est Florenzi, ouais. Donc, bon, faut pas occulter ce côté-là, ça aurait pu aussi tout changer au niveau de la partie de la première période. Moi, je ne l'explique pas. Pourquoi une première période comme ça? Pourquoi une deuxième période insignifiante, insipide et sans pressing? On va mettre ça sur le coup de la fatigue, mais être fatigué au bout de 45 minutes, ça fait un peu pitié. Je ne vais pas mâcher mes mots, hein, parce que je suis assez en colère par rapport au match d'hier. Après, il y a des problématiques. Sur la première période, ok, on joue collectif, mais il y a des individualités qui n'ont rien à faire à leur poste. On y viendra un peu plus tard. Mais voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On a un Di Maria qui est en feu au départ, et on a l'impression qu'après le penalty, ça commence à être un peu moins bien. Et en deuxième période, il est complètement inexistant. Sarabia fantomatique. Enfin, on reviendra sur les individualités après. Mais c'est vrai que la deuxième période, c'est indigeste. C'est impossible de faire une mi-temps comme ça. On est contre Leipzig, même si on a beaucoup d'absents. Ok, je l'entends. Mais c'est impossible de faire ça, quoi. C'est indigne. C'est pas un match c'est pas une deuxième mi-temps de Ligue des Champions. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup d'interrogations et vraiment, les réponses me plaisent pas beaucoup de la part de notre club. Yacine, c'est vrai que Cédric le disait, c'était pas un grand Leipzig hier. Alors, pour toi, est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui s'est sabordé tout seul ou alors c'est Leipzig qui a gagné le match? Je pense qu'une partie de la réponse, c'est que le PSG s'est sabordé, c'est clair. Moi, ça me fait rigoler quand on me dit ouais, mais vous n'aurez pas tenu le même discours si Di Maria marque son penalty et qu'il y a 2-0. Alors déjà, j'aimerais que ces fameux voyants qui savent qu'à 2-0 le match est plié, qui m'appellent, parce que tu sais pas si Paris perd pas 3-2 déjà. Ensuite, un match, ça dure 90 minutes. Donc, effectivement, s'il y a 2-0, bah voilà. Mais et si on prend pas le but juste avant la mi-temps, et si ceci et si cela, moi, je suis désolé, à un moment donné, effectivement, il y a des moments clés dans un match, mais c'est pas juste de dire, ouais, si on avait mené 2-0 à ce moment-là, on tiendrait pas le même discours, ça n'a rien à voir. C'est toujours le problème entre le contenu et le résultat. Le contenu, alors moi, je vais être un peu différent de nous, c'est que pour moi, il y a 40 minutes et il y a un temps fort de Dortmund, j'allais dire. Il y a un temps fort de Leipzig, et sur le seul temps fort, parce qu'en fait, sur l'occasion de Navas, c'est pas un temps fort, c'est une action. Le but, il arrive sur un temps fort où Leipzig combine, essaye de trouver une solution.
C'est la première fois qu'ils restent 2-3 minutes dans les 30 mètres du PSG. Et en fait, tu finis par prendre un but sur leur premier temps fort de la mi-temps. C'est pas normal. On expliquera après pourquoi ce but. Et effectivement, quand tu reviens en deuxième mi-temps, il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien, pourquoi? Parce que tu as un milieu de terrain qui est basé sur la combativité. Donc tant que ça peut courir, ça tient à peu près. Mais dès qu'il faut un peu réfléchir, dès qu'il faut un peu trouver des solutions de passe pour sortir de pressing, tu peux plus. Tu as une défense qui n'est plus alignée. Tu as une attaque qui devient fantomatique, où tu as celui dont on ne devait rien attendre, qui est ton meilleur joueur. Voilà, c'est tout. Et après, tu as aussi un coach qui lit très mal les matchs et qui ne trouve aucune solution. Voilà, tu as des joueurs. Moi, quand on m'explique, parce que hier sur Twitter, c'était un peu le débat, ouais, quand est-ce qu'il rentre Rafinha? Ouais, mais il n'est pas prêt. Mais à un moment donné, 20 minutes, 25 minutes, s'il n'est pas prêt, je suis désolé, il n'a pas été professionnel. C'est pareil pour Fadiga. Moi, on me dit, oui, mais Fadiga, il est jeune. Ok, à un moment donné, quand tu n'as plus de joueurs de ballon et que tu n'as que Fadiga, si Fadiga il a un contrat professionnel, il est dans ton groupe, eh ben, il doit jouer, sinon ça veut dire qu'il n'a rien à faire là. Donc arrête de lui donner un salaire s'il n'a rien à faire là. Ruiz, C'est tout. Ouais, Ruiz, Cédric. Ruiz, Quel pourquoi il quiz. rentre? Pourquoi il Aussi. joue? Non, mais aussi, mais Non, mais voilà. parce que lui, en plus, il joue, il fait des bons matchs. Enfin, à chaque fois qu'il rentre, il joue bien. Pourquoi tu le fais pas jouer en deuxième mi-temps? Tu as besoin de créativité. Sarabia, il est plus là. Di Maria est absent. Je comprends pas. Fadiga, Ruiz, Rafinha. Et puis les changements que tu fais, c'est faire rentrer Kerrer et Bakker. Ouais, alors, pour vous donner les changements, le coaching de Thomas Tuchel, avant de revenir sur l'entraîneur parisien, mais ce qu'il a fait quand même pendant le match, parce que c'est important de savoir corriger. Si tu peux avoir mis une compo, etc., ou voir dans ta lecture du match que tu as des difficultés et que tu changes un peu la donne. Mais son coaching, c'est Baker et Kurzawa à la 73e minute pour passer Florenzi un cran plus haut. Alors, en plus, je signale que le PSG est déjà à 10, hein, parce que Gay vient de prendre un carton rouge à la 69e. Et Rafinha à la 84e. Alors, Mousse, moi j'ai une question à poser, c'est où est la plus-value offensive en fait? Tu as un score à remonter, tu es à 10 contre 11, et tu fais rentrer deux défenseurs. Yacine en parlait. C'est quoi le message envoyé à tes jeunes, Fadiga et Kais Ruiz? Parce qu'il n'arrête pas de dire quand ils doivent, etc., ils ont intérêt à prouver quand ils jouent, etc., mais tu leur donnes jamais de temps de jeu. Ça veut dire qu'ils sont bons qu'à jouer contre Dijon et Nîmes et qu'ils ne te servent pas dans ton groupe. Et Rafinha, qui est le seul joueur qui peut t'apporter de la créativité et du lien entre le milieu et l'attaque, qui était complètement scindé en deux hier dans la deuxième période, tu le fais rentrer pour 6 minutes. Ouais, enfin, on est maintenant habitué au coaching farfelu de Thomas Tuchel. Il y a même pas que ça. On peut aussi parler de la deuxième mi-temps de Di Maria où il apporte strictement plus rien et qu'il aurait peut-être fallu le changer à ce moment-là et apporter un peu de fraîcheur. En fait, ce qu'on peut reprocher à Tuchel là sur son coaching et ses coachings récents, c'est qu'on dirait il manque d'anticipation. On dirait, comme l'a dit Yacine, pardon, on dirait qu'il ne lit pas le match quand il est sur le banc. Il ne voit pas les manques, on dirait. Je veux dire, hier, tout le monde a vu que Di Maria n'avançait plus. Et bon, on n'a pas de diplôme, c'est vrai, on n'a pas la carrière de Thomas Tuchel, mais je veux dire, il ne faut pas être non plus Arrigo Sacchi pour voir que La carrière. un tel est en méforme, un autre ne peut pas jouer. Et c'est pas possible. Et encore une fois, là, tu parlais de Kerrer, mais la rentrée de Kerrer, elle est scandaleuse. T'as eu le premier ballon, la première action, il fait un tampon. Il fait une faute. Oui. Ouais. T'as Angelino qui est sur la ligne de touche, qui protège le ballon. Qu'est-ce qu'il arrive? Il pousse Angelino alors que t'as un score rattrapé et tu fais faute pour Leipzig, qui a le temps de remonter son bloc et de gagner du temps. En fait, son entrée, elle t'a apporté que des soucis, celle de Kerrer. Et évidemment qu'il aurait fallu apporter quelques choix un peu plus judicieux et mettre quelques joueurs qui manient le ballon au milieu, histoire de pouvoir la ressortir, parce que en deuxième mi-temps, ça a été très, 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 très compliqué de mettre un ballon devant. Enfin, je veux dire, le coaching a été très, très mal fait hier. Et encore une fois, je ne vais pas parler que de Kerrer, c'est un tout. Tu as Sarabia qui n'était pas dedans, tu as Di Maria. En plus, tu n'as que 3 éléments offensifs hier. Tu n'en as que 3. Donc, sur les 3, tu en as 2 qui jouent à 15-20% de leur capacité. Et tu as le seul Moïse Ekin qui s'est débattu, franchement. Il a fait ce qu'il a pu. Moi, je vais lui rendre hommage ce soir. Alors oui, il fait toujours quelques erreurs, surtout sur des contrôles de balles qu'il va perdre assez facilement, etc. Mais la manière dont il s'est battu hier, à son âge, à 20 ans, on aurait dit qu'il avait endossé à lui tout seul la responsabilité, alors qu'il était entouré de Angel Di Maria. Je ne vais pas rappeler la carrière qu'il a, et d'un côté, quand même, Sarabia, qui a 27-28 ans, qui est un joueur d'expérience.
Donc, après, on reparlera de Tuchel dans sa globalité, pour l'ensemble de son œuvre, on va dire. Mais oui, les entrées de Kerrer et c'était qui le deuxième à qui il rentre? C'était Vainqueur. Bakker. Bakker, oui, non, ça n'a strictement rien apporté. Et Rafinha, j'en parle même pas parce qu'il rentre à la 83, 84e. Et à ce moment du match, Leipzig est en train de nous manger. Ils ont repris l'avantage. Et je pense que pour les jeunes, il a dû estimer que comme Leipzig, en deuxième mi-temps, était très physique, ont beaucoup plus d'intensité qu'en première, peut-être qu'il a estimé qu'ils n'avaient pas le physique pour combattre. Yacine, je viendrai voir Cédric. Juste, parenthèse, en fait, la réflexion de Tourelle, et je pense qu'il l'a dit après, en fait, Tourelle, il a joué la double confrontation. Et dans sa réflexion, c'est de se dire, il fallait surtout pas perdre plus de 2-1, parce que si tu gagnes 1-0 au retour, en fait, tu passes devant Leipzig au goal average particulier. Donc, Non, mais t'imagines, ça, c'est dingue quand même. Mais non, mais je dis pas que c'est bien. J'explique, Oui, je sais, fait, mais voilà, j'explique, en fait, la réflexion est dingue. Parce qu'il voilà. n'a pas mis Neymar, donc il part déjà perdant, en fait. Voilà, il se dit, il fallait limiter la casse, mais donc je change mes défenseurs pour tenir jusqu'au bout, pas perdre 3-1 et garder cet avantage de dire la double confrontation. Il l'a répété 3 fois, il l'a répété après le match, il l'a répété dans la conférence de presse que j'ai vue. Voilà, alors encore une fois, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais l'explication, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, après, on peut plus être. On peut ne pas être d'accord ou pas, mais en fait, l'explication, elle est simple. Lui, il a misé sur la double confrontation. Voilà, il a fait un match aller-retour contre Leipzig. Cédric, je te voyais hausser la tête. Ouais, non, je rebondis un peu sur ce que disait aussi sur ce que disait Mousse. C'est vrai que ouais, Tuchel, il n'a pas Neymar, il n'a pas Mbappé, il n'a pas Verratti. Donc son leitmotiv, comme depuis le début de la saison, j'ai pas de recrues, j'ai trop de blessés, j'ai trop gna. Plutôt que de réfléchir à faire une équipe avec ce qu'il a, et essayer de tirer le meilleur parti de ses joueurs et de mettre en place un système, excusez-moi du mot parce qu'il a du mal avec ce mot, je pense Tuchel, système. Eh ben non, il va se contenter d'essayer de faire du bric-à-brac et j'ai l'impression qu'il fait exprès de mettre des joueurs pas forcément au poste où ils sont les meilleurs pour dire, vous voyez, je fais ce que je peux, j'essaie de limiter la casse, je suis désolé mais je peux pas. Là, il y a un moment donné où on va revenir sur les joueurs, mais le placement de Marquinhos, Danilo, Sarabia, enfin, j'en ai des tonnes. Hein. Et puis sur le banc, quand tu as Rafinha, tu peux le mettre dès le début du match, ou au moins le faire rentrer pour la deuxième période. Keylor Ruiz, Fadiga, enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Et revenons sur le tournant du match quand même, même si évidemment le Paris Saint-Germain a fait une bonne première période, même après le pénalty raté, mais quand même, le pénalty raté d'André Di Maria. Bon, déjà, il est très mal tiré, ça se voit que c'est pas lui qui a l'habitude de les tirer au Paris Saint-Germain, même dans ses autres clubs. Hein. J'ai une stat sur André Di Maria. Di Maria, il a raté ses 2 pénaltys en C1, tentés en C1, c'était avec celui du 8 avril 2014 avec le Real Madrid face au Borussia Dortmund. Voilà, et il a manqué 2 de ses 3 pénaltys tirés, toutes compétitions confondues avec Paris. Hein, c'est pour vous dire, il en a tiré que 3. Hein. C'était le dernier. Ouais. Le dernier, c'était le 25 août 2019 contre Toulouse en Ligue 1. Et ce soir. Donc, juste pour vous dire. Voilà. Et hier soir. Il y a Ibrahimovic qui l'a tiré. Ensuite, c'était Cavani. Ensuite, il y a eu Neymar, Mbappé. C'était compliqué pour Di Maria. Keane, tu fais tirer Keane. Après, je parlais du le leader offensif. Mais Yacine, dans l'exécution de l'exercice, le péno, il est très mal tiré. Ouais, je sais pas franchement, je sais pas ce qu'il a pensé faire. Il n'est pas placé, il n'est pas hyper puissant. Le gardien, en fait, il se détend même pas. C'est juste la taille de son corps qui suffit à aller chercher le penalty. Voilà, après, un penalty, c'est toujours compliqué. Il y a il y a Neymar, lui, il attend tranquillement. Ses penalties, ils n'ont aucune puissance, mais il prend tous les gardiens à contre-pied. Il y a Forsberg qui les tire bien. Voilà, non, mais c'est une spécialité malgré tout parce qu'il y a une gestion des émotions, il y a une gestion du geste, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà, mais effectivement, celui-là, il coûte cher parce qu'à ce moment du match contre un faible Leipzig, faut quand même le dire, hein, c'était quand même un Leipzig très très moyen. Tu avais les moyens de leur mettre la tête sous l'eau. En plus. Ils ont pris 5-0 à Manchester. Mais voilà, tu avais les moyens de leur mettre la tête sous l'eau à ce moment-là, parce qu'en plus, tu dominais. Donc, tout était positif à ce moment-là et tout était négatif pour Leipzig, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier but, il vient quand même d'une erreur aussi de relance de Upamecano, qui était vraiment pas bien. Voilà, je pense que c'était le moment. Effectivement, comme tu as dit, derrière le penalty, tu n'es pas dans le trou. Mais
au niveau du score, tu leur permets de toujours y croire et d'exister encore. Exactement. Et c'est vrai que Mousse, Yacine le disait, de perdre contre ce Leipzig-là, voilà, c'est pas celui de la saison dernière. On en a parlé dans le précédent podcast, ils ont fait un début de saison en Bundesliga. Bon, ils sont troisième et ils ont eu des difficultés dans le jeu, notamment, même en Ligue des Champions. On sent que c'est pas le Leipzig avec pressing tout terrain, très dur physiquement. C'était pour ça que c'est aussi rageant de perdre contre ces Leipzig-là, parce que c'est pas celui qu'on connaît. Ils étaient largement prenables hier. Ils ont été certes plus dominateurs en deuxième période. Ils ont eu plus le ballon, plus de situations, mais avec un peu un peu du jeu, un peu de création, un peu plus de situations mieux gérées du Paris Saint-Germain. Tu peux facilement faire un nul au moins. Non, c'était clairement pas un grand Leipzig hier, surtout au niveau de leur défense. On a vu Upamecano qui était en grande difficulté hier. Et sur la deuxième mi-temps, c'est aussi parce que le PSG baisse d'intensité, ne fait absolument plus rien. Tu les remets dedans. Déjà, le penalty, ça les remet en selle, ça c'est vrai. C'est-à-dire que Paris ne recule pas en première mi-temps après le penalty raté. Hein. Ils sont encore à flot jusqu'à la 40e, allez, un peu avant la mi-temps. Donc, la réaction a été plutôt bonne. Par contre, tu as senti que Leipzig, eux, ils sont revenus dedans en se disant voilà, c'est un coup du sort. Il y a que 1-0. Parce qu'à 2-0, je pense que c'était pas fini. Mais je pense que d'abord, ils auraient peut-être pris plus de risques. Et sans doute qu'ils auraient pris plus de risques. Yacine expliquait contre Manchester qu'ils ont pris les 4 buts ou 3 buts après la 77e. Les 4, ouais. Voilà, ça veut dire que si tu arrivais à maintenir ce 2-0, aller jusqu'au début de première mi-temps, deuxième mi-temps, pardon, peut-être qu'il aurait fait la même chose. Qu'il aurait peut-être fait rentrer des éléments offensifs, pris beaucoup plus de risques, et là, tu aurais peut-être pu tuer le match. Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça. Effectivement, Di Maria, moi, je vous le dis honnêtement, quand je l'ai vu prendre le ballon, comme je sais que c'est pas le genre de joueur qui va plutôt placer son ballon, il n'a pas une grosse frappe non plus, Di Maria. Je l'avais mal senti, j'aurais préféré qu'il la laisse à Keane. Après, on connaît l'orgueil des joueurs, il a mis le premier but, c'était l'occasion pour lui de mettre un doublé en Ligue des Champions. Et honnêtement, il y avait peu de chances qu'il la laisse à Moïse Keane. Voilà. Mais c'est vrai qu'il donnait. L'exercice du penalty, c'est un duel entre le gardien et le tireur. Tu dois quand même essayer de lui faire comprendre que tu vas pas la mettre là. Enfin, il y a un petit jeu d'anticipation, etc. Et là, il laisse clairement penser. Enfin, il y a aucune. On voit dans son regard, etc. Il donne toutes les indications au gardien en fait, à Gulacsi de l'arrêter parce que il pose son ballon, il essaie même pas de faire une feinte, etc. Tu voyais qu'il était un peu dans il n'était pas de grosse volonté au moment de tirer le penalty. Passons tu l'as dit, c'est pas un habitué du penalty, donc voilà, honnêtement, c'était prévisible, on va dire. Passons au focus. On en a parlé un peu, mais revenons quand même sur ce match qui est intéressant. Cédric Moeskin, parce qu'il fait ce gros pressing qui récupère le ballon sur le premier but du Paris Saint-Germain et il fait cette passe décisive pour André Di Maria. C'est lui qui obtient le penalty avec cette longue passe de Sarabia qui récupère et qui il se retourne plutôt bien et c'est Upamecano qui l'arrête du bras et donc il obtient ce penalty. C'est vrai que ça a été le plus dangereux côté parisien. Moi personnellement c'est celui auquel j'ai le moins de choses à reprocher, surtout quelqu'un qui arrive en prêt sur lequel tu n'attends rien, c'est celui qui te fait le meilleur match en Ligue des Champions. Lui en tout cas il a fait son match hier. Il a fait son match hier, pas qu'hier j'ai envie de te dire. Là, ça fait quelques matchs quand même qu'il est présent, qu'il marque des buts. Pour quelqu'un qui était soi-disant pas neuf, qu'il ne fallait pas mettre là, Dixit, super entraîneur. Moi, j'ai retrouvé le Moiskin que je vois en équipe d'Italie, que je voyais déjà quand il était plus jeune, quand il était dans le championnat italien. Donc ça fait plaisir. Moi, je suis très content de voir Keane et c'est le seul vraiment hier avec Navas, parce que je mets toujours Navas, parce qu'il nous a quand même sauvés, il est toujours présent. Donc entre Navas et lui, voilà, c'est les deux seuls joueurs que je retire vraiment de l'équipe. Allez, si je devais en sortir un troisième, je dirais un peu Florenzi. Et encore, voilà, sur ce match-là, il a tenté, mais c'est peut-être le seul qui était vraiment combatif jusqu'au bout. Mais Moïse Keane, moi j'aime beaucoup ce joueur. Il a 20 ans. 20 ans, quand on voit ce qu'il fait, comme il se bat dans un match comme ça par rapport aux autres, c'est une grosse leçon. Mais il aurait fallu un peu plus de créateurs autour de lui. Et quand on voit que, je reviens sur Sarabia et Di Maria sont pas là, ça vaut le coup de mettre un Ruiz, ça vaut le coup de mettre un Rafinha. Et je pense qu'à E3, ça aurait pu faire basculer le match. Yacine, c'est vrai que c'est intéressant à part Moeskin parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast. C'est un profil
complètement différent des autres attaquants du Paris Saint-Germain. Voilà, pour les supporters parisiens qui est habitué à Icardi et à le voir rester dans la surface, lui pour le coup, voilà, il est mobile, il propose énormément, il fait beaucoup d'appels, il est dans le premier pressing sur les défenseurs adverses, il a beaucoup de mobilité, etc. Mais quand il n'est pas aidé par les joueurs autour de lui, bah, il s'éteint comme le Paris Saint-Germain en deuxième période. Mais au moins, en tout cas, il a essayé jusqu'à la dernière minute. Et c'est une des satisfactions, on va dire, du côté du Paris Saint-Germain hier, s'il faut en tirer une. Ouais, enfin, il s'éteint pas, c'est plus que on le cherche pas en fait. Et on l'avait déjà vu à Nantes, où la première mi-temps, il n'est pas trouvé, il n'est même pas cherché. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on le trouve une fois, finalement, une ou deux fois, et sur la première, c'est lui qui donne à Di Maria sur le but. Voilà, je pense que c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses. Mais il va falloir avoir confiance en lui. Il va falloir, encore une fois, en fait, quand il n'y a pas Mbappé et Neymar, le joueur qu'on a cherché le plus hier, c'est Di Maria. On a l'impression que cette équipe, en fait, il y a pas de, il y a pas de... Et pourtant, le jeu a quand même été plus respecté que d'habitude, globalement. Mais en fait, on a l'impression que dans cette équipe, une fois que tu as franchi le milieu de terrain, en gros, il faut donner aux soi-disant meilleurs joueurs. Voilà, c'est pas un schéma en se disant je donne là où il y a le jeu, etc. C'est je donne aux meilleurs joueurs et lui, il va faire quelque chose. Voilà, je pense qu'il faut prendre confiance. Il a montré de belles choses depuis qu'il est là. Il monte plutôt en puissance, c'est-à-dire qu'il finit quand même le match bien. Voilà, faut à un moment donné, faut jouer avec lui. Si le jeu ça doit jouer avec lui, il faut jouer avec lui. Je pense que pour lui, c'est fatigant aussi de se dire je cours, je propose, mais je reçois pas de ballon. Donc c'est dur, mais en tout cas, dans l'esprit, alors dans le jeu, il a apporté, puisqu'il a fait une passe décisive. Le penalty, ça vient de lui aussi, mais dans l'état d'esprit, en tout cas, il est vraiment bien. Et pour avoir vu jouer Everton, on sent qu'il est pas du tout dans la même ambiance qu'il était à Everton. Voilà, il a envie de prouver, il a envie de jouer, il a envie de courir. Voilà. Tu partages aussi l'analyse de Yacine Mousse? Ouais, enfin, honnêtement, ce qu'il a montré là depuis 2-3 matchs, déjà on voit qu'il a une palette très large. Il peut jouer dos au but, il joue en mouvement, il fait des appels. Dans le jeu, il n'est pas dégueu. La passe décisive qu'il fait à Di Maria, elle est juste magnifique, cette petite déviation. On a vu sur quelques actions, alors beaucoup pris au hors-jeu hier, malheureusement. Parfois à la limite, parfois c'était vraiment limite. Euh, mais on en parlait d'Icardi, rappelez-vous, le podcast dernier, les deux derniers, l'avant-dernier aussi pareil, avec Nicolas, on s'était dit que ça va être difficile maintenant pour Icardi de récupérer sa place. Bon, là on parle avec Thomas Tuchel à la tête de l'équipe. Hein. S'il y a un changement de coach dans les prochains jours, peut-être que les cartes seront rebattues. En tout cas, ce qu'il a montré depuis 2-3 matchs, honnêtement, on peut se dire que c'est une bonne recrue. En tout cas, Leonardo a été bien avisé de le prendre au moins en prêt. On verra à la fin de saison quant à l'option d'achat. Ancelotti avait dit que pour lui, c'était bien qu'il fasse une année au PSG, qu'il prenne d'expérience et qu'il reviendrait quoi qu'il arrive. Yacine l'a dit. Lui, il n'a pas du tout envie de retourner à Everton. Encore une fois, le nord de l'Angleterre, c'est pas trop son délire. Et puis, voilà, si cette année Everton fait une bonne saison, je suis pas sûr qu'il retrouve même une place de titulaire. Donc, non, Moïse Kean, pour moi, c'est l'homme du match avec Keylor Navas. Maintenant, il faut voir avec le retour d'Icardi, s'il y a un nouveau coach, est-ce que les cadres vont être battus ou pas? Je pense que oui. On verra. Ouais, il peut jouer avec Icardi, attention. C'est un mec qui peut tourner autour d'Icardi. Il peut aussi jouer ailier. Il a plusieurs, comme disait, je ne sais plus si c'est Hugo ou Yacine, qui disait qu'il avait une palette qui était très large, ou même toi, Mousse. Attention, ce qui est très intéressant avec lui, en plus il est jeune, c'est qu'il peut faire beaucoup de choses. Et il peut tourner autour d'Icardi. Enfin, 4-4-2. Comment? Tu ne pourras pas avec Mbappé présent, Neymar et Di Maria en forme prêt à jouer. C'est compliqué d'inclure Kean et Icardi. C'est quasiment impossible. Tu peux pas les faire jouer. En remplacement en fin de match, c'est possible. Exactement. Ou débuter un match. Et avec le nombre de matchs. Ouais, oui, avec c'est possible. Le nombre de matchs que tu as, justement, dans la rotation, c'est hyper intéressant d'avoir un mec comme ça, tu vois. Sur les gros matchs, je vais te dire qu'à mon avis, il y a peu de chances, quand tout le monde sera disponible, que tu vois les deux associés. Quoi. Ouais, non, ce sera les classiques. Mais c'est pareil, encore une fois, hier, ce que tu vois, et ce qu'on voit depuis quand même un bon nombre de matchs, c'est qu'il ne met pas les mecs dans leur poste de prédilection. Tu vois, dans le milieu de terrain, on a un milieu de terrain qui n'est pas très créatif. Bah, Sarabia, je suis désolé, moi, pour l'avoir vu jouer, son meilleur poste, c'est quand même dans le milieu de terrain. C'est pas ailier.
Et c'est pas ailier droit, ailier gauche et machin. Non, c'est dans le cœur du jeu. Marquinhos, on va pas revenir, c'est défenseur central. Danilo, c'est 6. Enfin, il y a des choses qui. C'est fatigant, c'est Ah oui, fatigant. oui, on oublie de parler de Paredes qui était présent. Alors, j'imagine qu'il avait quand même, il était en manque de rythme parce que ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué. Mais ça aurait pu être aussi une solution à la 60e minute. C'est quand même un joueur qui manie le ballon, qui sait le garder, qui sait aussi, Qui casse les par lignes. ses passes, par ses longs passes, il est capable évidemment de casser les lignes. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec Tuchel, quand tu reviens de blessure, tu es sur le banc, tu fais partie du groupe, mais en vérité, tu ne vas pas être utilisé. Donc je suis un peu comme Yacine, à ce moment-là, laisse-le à Paris. Si tu estimes qu'il est en manque de rythme ou qu'il ne va rien t'apporter, alors que honnêtement, entre Rafinha et Paredes, peut-être qu'on aurait peut-être dû donner la chance à Paredes au même poste un peu plus tôt. Il ne l'a pas fait. Pourquoi l'avoir fait venir alors à ce moment-là? Ouais. Parce qu'on On en avait fait le parlé début. Si ça se passe mal, tu le changes, tu vois. on Il y a, avait il y a parlé lors, aussi cette... on en avait parlé lors du précédent podcast où Thomas Tuchel avait dit que c'était impossible qu'il commence titulaire, même voir qu'il rentre, parce qu'il avait fait qu'un entraînement collectif. Bon, t'as envie de dire, alors à quoi il sert sur le banc? Mais bon, ça Voilà, c'est ne le prends pas. c'est une machine, c'est une pièce en plus dans la machine. Parlons maintenant, parce que vous parlez du milieu de terrain, parlons de Marquinhos. Hein. Yacine, je me tourne vers toi. Si Thomas Tuchel hier n'a pas vu que Marquinhos était un défenseur, un excellent défenseur, et que Danilo Pereira est un milieu, je pense qu'on peut plus rien pour lui. Hein. Ou alors c'est de la mauvaise intention, et là ça devient plus grave parce que ça veut dire qu'il s'aborde le club. Non, mais au-delà de ça, pour être plus sérieux, sur le but d'Nkunku, on voit que c'est pas pour taper sur Marquinhos parce que évidemment, moi, on n'est pas là pour taper sur les joueurs gratuitement, etc. Mais on voit que quand sur le centre d'Angelino, forcément Marquinhos a des réflexes de défenseur, donc il a tendance à reculer dans sa surface. Il est aligné avec Kimpembe, à vouloir protéger Kyler Navas. Et ensuite, bah, quand il monte sur Nkunku pour contrer la frappe, c'est trop tard parce que évidemment il a 3 mètres de retard. Mais voilà, hier encore une fois, si on l'a pas assez dit, on a vu que Marquinhos dès qu'il y a un peu de pressing et dès que c'est un peu plus compliqué et que tu as le porteur du bal qui presse pour ressortir les ballons, Marquinhos est en difficulté et on l'a vu hier encore. Bon, je ne vais pas revenir sur son jeu avec ballon, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. On l'a revu. Voilà, il est toujours mal orienté, etc. Donc déjà, c'est pas possible. Alors effectivement, il y a deux choses. Il y a le positionnement, je vais parler du but déjà. Oui, il recule, parce qu'en fait, c'est un réflexe. Parce que dans sa tête, c'est son positionnement. S'il était réellement milieu de terrain, comme un Mota, comme un Danilo, en fait, il se serait situé devant cette ligne Kimpembe Marquinhos normalement, et il aurait été plus près d'Nkunku pour empêcher justement qu'il ait le temps de contrôler, d'armer et de frapper. Et c'est les limites en fait d'un joueur. Alors, effectivement, je vais faire les choses un peu bêtement. Oui, Marquinhos peut jouer au milieu, comme Kimpembe peut jouer avant-centre. Sauf qu'est-ce qu'ils sont performants à ce poste-là? Non. Voilà. Parce que c'est facile de dire il peut jouer. Oui, tout le monde peut jouer. Tu peux même mettre Danilo lié droit si tu as envie. Il peut jouer lié droit, le mec, il est footballeur professionnel. Mais est-ce qu'il est performant lié droit? Non. Alors arrête tes bêtises. Et en fait, il y a une chose essentielle, c'est sur Marquinhos. C'est de ça que Mousse parlait tout à l'heure. Il nous vend le contre-pressing. En fait, c'est une bêtise, mais énorme. Parce qu'en fait, le poste de numéro 6, c'est pas lui qui déclenche le contre-pressing. Le contre-pressing, je rappelle que c'est le pressing que tu mets à la perte de balle. Donc, ton contre-pressing, il est 9 fois sur 10 effectué par tes 3 attaquants ou tes 2 milieux relayeurs. Et ton numéro 6, il vient juste apporter, comme un défenseur, un libéraux à l'ancienne, une couverture supplémentaire. Donc, c'est jamais lui qui déclenche le contre-pressing. Et vous pouvez regarder toutes les équipes spécialistes du contre-pressing, l'Atalanta, Liverpool, l'Ajax, même le Barça de la grande époque. C'est pas Busquets qui déclenchait le contre-pressing. C'est pas Fabinho qui déclenche le contre-pressing. Le Bayern l'année dernière, c'est pas Alcantara qui déclenchait le contre-pressing. C'était Müller, c'était Coman, c'était Goretzka. Mais ça n'a jamais été ce numéro 6. C'est faux. Et en fait, pourquoi Tuchel insiste avec Marquinhos? Parce qu'en fait, c'est sa sécurité. Il se dit, c'est un défenseur, dans l'état d'esprit. Donc en fait, il va me permettre de compenser toutes les lacunes, et notamment quand il y a Mbappé et Neymar qui ne défendent pas, et notamment hier, par exemple, quand Sarabia ou Di Maria ont plus de mal à faire les efforts.
en fait, c'est une sécurité comme si tu avais mis une deuxième défense à 3 et un libéro. Voilà. Mais le tu peux le faire avec Danilo. C'est ça, en fait. Il ment aux gens quand il dit ça. Quand il dit que Marquinhos, il lui sert dans le contre-pressing, il ment aux gens. C'est pas vrai. Donc, en fait, il n'y a rien qui va. Et effectivement, la dernière chose, on fera le lien après, mais cette double inversion des postes avec Danilo, bah en fait, au lieu d'avoir 2 joueurs performants à leur poste, tu as 2 joueurs sous-performants, pas à leur poste. Et comme par hasard, malheureusement, bah, le premier but, il ne vient pas de Marquinhos, attention, c'est pas lui qui est coupable parce que c'est son positionnement et c'est pas que lui non plus parce que si Leipzig arrive jusque-là, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes ailleurs. Mais en tout cas, il est sur le but et Danilo, il est sur l'histoire du penalty. Voilà. Et malheureusement, c'est pas un hasard. Et pour englober un peu justement, comme tu dis, ce double rôle inversé entre Danilo Pereira qui a été mis en défense et Marquinhos en 6. Mousse, Danilo Pereira hier, bon, on l'a vu qu'il n'était pas un défenseur central. Alors ça avait été tranquille face à Başakşehir parce que tu avais Crivelli devant, donc pas trop d'appel en profondeur, pas trop de vitesse. Ça a été tranquille contre Nantes parce que voilà, tu n'as pas trop de difficultés non plus à prendre Kolo Muani. Là hier, on l'a vu, il ne sait pas défendre en reculant. Quand il a le frein à main, pour défendre, etc. C'est très compliqué sur les appuis. Bon, certes, parce qu'il n'est pas défenseur, malheureusement, le pauvre. Il a été en difficulté. Il a été pris de vitesse souvent par Emile Forsberg. J'ai une action qui me vient en tête là, en deuxième période, où Emile Forsberg lui met un crochet et Danilo Pereira est encore à gauche, que Forsberg est déjà à droite pour armer la frappe. Et il y a une déclaration justement de Danilo Pereira en fin de match qui est quand même assez révélatrice pour le coup, lui qui a dit les choses quand au micro de Téléfoot. On lui demande justement sur sa nouvelle titularisation en défense centrale, est-ce que c'est votre poste? Alors, Danilo Pereira répond, défenseur, non, ce n'est pas mon poste. Moi, je suis milieu de terrain. L'entraîneur me demande de jouer en défense centrale. Je m'applique à faire ce que le coach me demande. Je connais le rôle basique d'un défenseur. Je trouve ça assez dingue, mais j'essaie de m'habituer. Mes partenaires m'aident beaucoup à trouver mes repères, ma place en défense. Mousse, on parle d'un match de Ligue des Champions, et là, il nous parle de trouver des repères en défense. On a l'impression que c'est un match de Coupe de France, en fait. Là, l'action que tu as citée où il recule face à Forsberg et il se retrouve après dans la surface sur une pointe, il est déjà éliminé. Ben voilà, c'est ce qu'avait prévenu Yacine et en parlait dans le dernier match quand il disait qu'avec face à Başakşehir, on l'avait tous dit, face à Başakşehir, ça devrait normalement être bon parce que Crivelli devant, c'est pas du tout les mêmes jeux, etc. Et là, hier, c'était très compliqué. Je t'avais envoyé une stat hier, Hugo, tu te rappelles d'Opta. Je l'ai, si voilà. tu veux. Cite-là. En fait, cette stat, c'est pour ça que je te l'ai envoyée, elle raconte absolument tout. Vas-y, je t'en prie. Alors, je vous donne la stat que Mousse m'a envoyée, une stat Opta. Avant l'arrivée de Danilo Pereira, le PSG subissait 7,7 tirs par match en moyenne, toute compétition confondue cette saison. Et depuis le premier match du Portugais, c'était le 20 octobre dernier contre Manchester United, le club subit 12,8 tirs en moyenne par rencontre. Voilà, c'est dire à quel point il a des difficultés. Mais moi personnellement, je ne lui en veux pas parce que c'est l'entraîneur qui le met à ce poste-là. En fait, pour finir, c'est ce que j'allais dire. Danilo, malgré ça, il n'est pas complètement nul en défense centrale. Il ne faut pas non plus exagérer. Parce que c'est pas. Quand on lisait des articles quand il est arrivé et quand on a commencé à le mettre, quand Tuchel a commencé à le mettre en défense centrale, donc il y a eu plein de papiers là-dessus. Et notamment au Portugal, on expliquait que oui, Danilo a déjà joué à Porto en défense centrale, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Deux ou trois fois. Voilà. Il y avait des journalistes portugais qui étaient interrogés. Il y avait un article de Foot Mercato qui interrogeait des journalistes portugais. Il disait, mais nous, on s'étonne du choix de Thomas Tuchel parce qu'il a joué que 2 fois à ce poste en 5 ans. Il a été champion d'Europe avec le Portugal à ce poste de sentinelle. Et il dit, quand il a joué en défense centrale, c'était en 2012-2013 avec Roda en Eredivisie. Ça date, ça fait 8 ans. Je suis assez d'accord avec toi. J'en veux même pas à Danilo, le pauvre, parce que même si c'est pas ce poste, il essaye quand même. C'est pas un mec qui se cache. Il donne ce qu'il a à donner. On peut pas lui en vouloir. Lui-même, s'il dit ça au micro, c'est que je pense un peu comme Marquinhos, il est saoulé de jouer à ce poste en fait. Et encore une fois, quand tu as la chance d'avoir Kimpembe et Marquinhos, et tu sais, c'est une charnière qui est efficace, comment tu peux encore insister? Et sur le but où Marquinhos est aligné avec Kimpembe, je crois que Danilo, il s'est excentré un peu sur la droite, on ne le voit même pas sur l'image. Le manque de repères aussi, c'est tout à fait normal. Donc moi, évidemment, j'en veux pas à Danilo, j'en veux, comme tout le monde, à Thomas Tuchel, de ne pas voir ce que tout le monde voit. Voilà.
Cédric, le pauvre Ouais. Danilo Pereira qui est pas mis dans les bonnes conditions et qui, lui, est obligé de dire je suis obligé de trouver mes repères dans un match de Ligue des Champions. C'est assez C'est dingue. catastrophique. C'est Diplomatie, hein, le pauvre. non, mais c'est ubuesque le truc. C'est hallucinant. Mais en plus, moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est quand tu perds Danilo Pereira qui est complètement à l'ouest, tu perds Marquinhos qui est complètement à l'ouest ici parce que c'est pas son poste, mais tu perds aussi Kimpembe parce qu'il est complètement déboussolé, parce qu'il n'est pas avec un défenseur central qui ne se place pas comme il faut. Donc il essaye peut-être de pallier un peu à droite à gauche, et tu vois qu'à un moment donné, il en a ras-le-bol. Mm. Voilà. Et là, en fait, tu es t'es en train de déséquilibrer toute ton équipe et tu es en train de perdre plusieurs joueurs avec ça. Donc c'est ça en fait qui me dérange aussi. Tu perds pas seulement Marquinhos et Danilo, tu perds aussi Kimpembe. Et tu le vois, hein, depuis qu'il joue avec Danilo, et il essaie de compenser, il essaie d'être à droite à gauche, du coup bah, il est moins concentré, il perd en anticipation. C'est pas le même Kimpembe que quand il est en charnière centrale avec un défenseur central de métier, en l'occurrence Marquinhos. Moi après vous me contredisez hein, si vous voulez, on a quand même une des meilleures charnières centrales au monde. Ouais, mais Marquinhos, avec Kimpembe, Danilo Kimpembe à Paris hier, honnêtement, ça allait encore. Hein. Je ouais suis mais pas d'accord regarde, avec toi. ça Il allait, mais fait c'est pas le comme Danilo, malgré tout, tu vois. Oui, mais je pense pas que Kimpembe soit perdu ou. c'est Bon, bah, on a voilà, on perdu a perdu. avec Mousse. Voilà. Cédric, tu as réussi à couper la caméra. Voilà, j'ai fait un petit tour de magie. Là, bah, pour finir sur ça, c'est pas une question d'être totalement perdu, c'est qu'à un moment donné, il est obligé de compenser. Et tu le vois en fait, enfin, tu vois au niveau tactique, il est obligé de compenser malgré tout. Donc il y a un moment donné où, salut Mousse, il y a un moment donné contre certaines équipes où si Danilo passe vraiment à travers, bah là derrière tu craques. Sur Ouais, le match, il craque. Son geste à la fin, quand il fait le tacle, c'est que vraiment, il en a ras-le-bol. Ah, Ras-le-bol. des pieds, ouais. juste pour finir, avant que ça coupe, j'ai reçu mon traditionnel coup de fil pour un podcast. Et mon fils de 16 ans, je vais l'engueuler. Non, je te disais, Cédric, que avant le match d'hier, et parce qu'il a été mis en difficulté, honnêtement, et malgré qu'on voit bien que c'est pas son poste, etc., moi, j'ai trouvé que c'était pas encore une escroquerie. C'est-à-dire que voilà, il a été professionnel, il a quand même essayé, il n'a pas fait des matchs dégueulasses. Mais on sent que c'est pas sa place et on sent que, évidemment, qu'il sera beaucoup plus épanoui lorsqu'il jouera devant la défense et que Marquinhos récupérera son poste. Voilà. Mais il fait pas de match dégueulasse parce qu'il joue contre des équipes quand même, voilà, somme toute relatives. Peu importe, il est là pour défendre aussi. C'est pas, on s'en fout qu'en Ouais, face mais soit faible. il a pas à Ça, être là, si tu veux. il a été fait, tu vois. Moi, je n'en veux pas, moi, Danilo. Moi, aucunement, Moi non, ni à voilà. Danilo, ni à Marquinhos. Mais pour moi, il a rien à faire là. C'est incroyable. Là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et c'est Et, intéressant. Ce que et si on parle de placement, c'est pareil pour Sarabia. Encore une fois, je reviens sur Sarabia. C'est pareil pour d'autres joueurs, hein. Mm. C'est Tourelle. On va y venir, justement, Cédric. Après, Yacine Ouais. sur ça. Alors, il y a deux, trois choses. La première, c'est que l'idée de mettre deux défenseurs centraux dans ton axe, là, enfin deux défenseurs centraux, un défenseur central au milieu, etc. En fait, si vous vous rappelez, à l'Euro 2012, Laurent Blanc, il met Debuchy et Reveillère sur le côté pour fermer le côté. À l'arrivée, le but, il vient de ce côté-là parce que Debuchy et Reveillère, ils jouent à la même hauteur parce que celui qui joue au milieu, qui est censé jouer au milieu à ce moment-là, mais qui est un latéral en vrai, il recule naturellement dans sa position préférentielle. Et en fait, tu te retrouves finalement avec plus de milieu de terrain, deux latéraux qui ne savent pas vraiment où se situer, et le but, il vient de ce côté-là. Hier, le but, c'est la même chose. C'est-à-dire que Marquinhos, il recule au niveau de Danilo, et Danilo, il sort fermé alors qu'il ne doit jamais y aller. Parce que normalement, il y a Gay qui est déjà là, plus un latéral. Donc, il n'a pas à y être. Donc, en fait, tous ces petits défauts de positionnement par rapport à ton passé, par rapport à ton vécu, bah, ils s'accumulent. Donc, ça te coûte des points. La deuxième chose, c'est que, on le sait, oui, individuellement, tu as des défenseurs centraux très bons, mais une charnière, c'est une complémentarité et c'est des matchs accumulés ensemble. Rappelez-vous, en équipe de France, De Sailly était très performant. Quand il jouait avec Laurent Blanc, ils n'ont jamais perdu. La fameuse défense de 4, Thuram, Blanc, Lizarazu. Voilà, et pourtant, quand il n'y a eu que Thuram, par exemple, ils ont perdu des matchs. Quand il n'y avait pas Blanc, ils ont perdu des matchs. Ça veut bien dire quelque chose. C'est une question d'automatisme. Exactement. Donc, quand tu fais ça, tu fous en l'air tes automatismes. Et, et donc, Marquinhos Kimpembe, on en a parlé, on a dit, ok, Silva, c'est fini, merci pour tout, etc. Finalement, tu te retrouves avec un joueur derrière que tu remets et qui recule, mais qui recule sans les qualités de Silva.
parce qu'il n'est pas aussi vif. Et la dernière chose sur l'action de Forsberg, pourquoi elle est symptomatique? Parce qu'en fait, il recule, parce que d'habitude, déjà d'une, il est dans la densité. Ça veut dire que le joueur le plus proche de lui, il est à 3 mètres. Là, il est dernier défenseur. Ensuite, il recule parce que d'habitude, s'il veut intervenir et qu'il est passé, derrière lui, tu as une défense centrale. Là, tu n'as personne. C'est pas une habitude, c'est pas ton truc. Un défenseur central, on les voit, les défenseurs centraux, souvent reculer, mais à un moment donné, ils interviennent parce qu'ils disent c'est maintenant. Lui, il peut pas parce qu'il ne sait pas c'est quand. D'habitude, il est couvert. Là, il se dit si mes chiches, je sors et que je me rate, le mec, il est tout seul devant Navas. Donc, en fait, tu accumules plein de défauts. C'est pas juste de dire Danilo. Effectivement, Danilo, il est professionnel, il fait ses matchs et sa première mi-temps, elle est plutôt bonne. Mais en fait, à un moment donné, quand le niveau s'élève, tous ces petits défauts qui s'accumulent, mais tu es obligé de les payer. Et c'est ça le problème. C'est exactement ça. Parlons maintenant on a parlé du match. Parlons de l'ami Thomas Tuchel. Ouvrons le dossier de l'entraîneur allemand. Alors, pour les circonstances atténuantes, Mousse, il a des blessés, certes. Il a Kylian Mbappé qui est absent. Il a Neymar. Il a Verratti. Il a Draxler. Il a Icardi, pardon, qui est aussi absent. Il y a un enchaînement du match tous les 3 jours. Les joueurs sont fatigués, etc. Ça, c'est pour les circonstances atténuantes. Sur son match hier, sur ses choix, ses compositions de départ, sur son coaching, sur son lecture du match, comme le disait Yacine, il y a beaucoup de choses à retenir. Parce que, on va dire après, je vois très bien dans les commentaires, on va dire on tape sur Thomas Tuchel, etc. Mais si hier, il y a bien un match où c'est de la faute de l'entraîneur dans sa lecture du match, parce que certes, les joueurs sont sur le terrain, etc., c'est eux qui sont responsables, etc., mais tu peux changer le cours du match, tu peux faire rentrer un joueur, comme on dit avec Rafinha, en début de deuxième période, quand tu vois que ton équipe commence à plus avoir le ballon et ne sait plus quoi en faire pour ressortir proprement. Mais il ne le fait pas et il fait ses changements très tardifs. Comment juger l'ami Thomas Tuchel, Mousse, sur le match d'hier dans ses choix de compo d'abord et son coaching? Bah écoute, c'est difficile à dire parce qu'encore une fois, comme la première mi-temps, elle est tout de même assez bonne. Moi, je crois que c'était après le match, j'ai entendu Loïc Tanzi qui était sur place et qui expliquait que lui avait vu l'entraînement de la veille et qu'effectivement, ils avaient vraiment travaillé les phases offensives et aussi les phases à la perte du ballon. Et il disait que ce qu'il avait vu en première mi-temps, c'est exactement ce qu'ils avaient travaillé la veille. Se dire qu'effectivement, Thomas Tuchel a bien préparé le match au vu de la première mi-temps. On peut pas dire le contraire. Et surtout, au vu aussi du nombre des blessés. On ne peut pas tout remettre aussi sur la faute de Thomas Tuchel. Il a des blessés. Alors, évidemment que si les joueurs se blessent les uns après les autres, il y a aussi une responsabilité du staff technique, des préparateurs physiques, du staff médical, évidemment. Parce que même si on peut l'expliquer par la non-préparation, l'enchaînement après le final 8, évidemment qu'il y a des circonstances atténuantes. Mais on ne peut pas non plus tout remettre sur la faute de Thomas Tuchel, parce qu'encore une fois, au vu de la première mi-temps, d'après ce que dit Loïc Tanzi, et il l'a vu de ses propres yeux, ça a vraiment été travaillé à l'entraînement. Et lui-même a dit, parce que comme il fait tous les matchs, il dit que c'est la première fois qu'il les voit travailler autant tactiquement. Bon, déjà, tu vois, déjà, tu te dis, ça veut dire que quand tu as Neymar et Mbappé, tu ne fais pas un travail tactique, peut-être parce que ça les gêne, ils n'ont pas envie de travailler ou ils n'aiment pas ça, je ne sais pas. Après, on peut parler des coachings, mais quand tu parles de coaching, il faut aussi être honnête et dire quelles sont les forces en présence. Il y avait qui sur le banc? Vous parliez c'est Yacine, tu parlais de Fadiga, c'est ça? Ouais. Fadiga, Kais Ruiz, après tu avais Rafinha. Le reste, c'est du Paredes voilà, tu avais Paredes, on va dire, qui revenait, mais a priori, il ne l'a pas mis parce qu'il considérait qu'il était en manque de rythme. Donc, pour moi, les erreurs, en fait, s'il y a une erreur, c'est que les changements ont été faits trop tard, beaucoup trop tard. Et notamment, je parle vraiment on va parler d'Angel Di Maria, qu'il aurait dû honnêtement sortir à la mi-temps parce qu'il fait 15 bonnes minutes jusqu'au penalty. Il le rate et ensuite, je ne sais pas si c'est psychologique ou si c'est le physique. Et en tout cas, en deuxième mi-temps, il a complètement disparu. Et tu as beaucoup de joueurs en deuxième mi-temps, le physique a beaucoup diminué. Ils ont énormément couru en première, peut-être qu'ils n'avaient plus l'habitude et ils étaient aussi peut-être cramés. Donc, ce que je lui reproche, moi, c'est de ne pas avoir mis de la fraîcheur d'entrée de jeu, au moins à la 50e, 55e. Il a attendu beaucoup trop tard. Mais à sa décharge, c'est vrai qu'au niveau du banc, il n'y avait pas beaucoup de profondeur. Cédric, je vous lis une déclaration de Thomas Tuchel après le match. Hein.
étonnamment, l'entraîneur allemand qui s'est montré tranquille, voire détaché un peu les fils de la rencontre, en soulignant la qualité de l'adversaire du soir. Alors, je vous cite Thomas Tuchel. C'est difficile. Peut-être que c'est de notre faute parce qu'on a oublié de marquer le deuxième but et après on concède un penalty. Après, il y a eu le carton rouge et c'est difficile à 10. Il y a eu trop de situations contre nous. C'était une équipe forte. Ils étaient premiers en Bundesliga il y a une semaine. Ils sont très forts. On a fait un bon match. C'était possible de mener 2-0 en première période. C'était plus difficile en seconde. Il nous manquait des joueurs, cette capacité à mettre le rythme et on doit changer. Notre baisse de rythme en seconde période, ça peut arriver. C'est l'une des meilleures équipes d'Allemagne. Ça peut arriver de souffrir pendant quelques minutes. Ce sont des choses absolument normales dans des rencontres de ce niveau. Est-ce que tu partages l'analyse de Thomas Tuchel, Cédric? Alors oui et non. Ce qu'il dit, effectivement, tu peux t'appuyer dessus, comme disait Mousse. Il y a des blessés, on prend un carton rouge, etc., etc. Je peux l'entendre. Sauf que lui, là, il est fataliste. En fait, il prend toutes les problématiques et il dit, bah voilà, bah c'est parce qu'on n'a pas marqué le deuxième but, c'est parce que j'ai des blessés, c'est parce que l'adversaire était fort. L'adversaire, il vient de prendre 5-0 par Manchester United. Tu me parles de quoi? Tu vois la première mi-temps, ils sont pas là. Donc arrête de me parler de l'adversaire. L'adversaire, il était prenable. Maintenant, dans tes choix, le premier, ok, ils ont travaillé la technique, le pressing, etc. Ils ont bien travaillé tactiquement la veille. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je reviens toujours au même problème. Marquinhos, Danilo. Voilà, déjà, tu les changes l'un et l'autre. Ah, on a reperdu Mousse. Ah, il y a eu un appel encore. Tu les changes l'un et l'autre. Déjà, c'est la première chose. Et il n'arrive pas à évoluer tactiquement au fur et à mesure du match. Il n'arrive pas à corriger ce qui ne va pas. C'est bien de mettre du pressing, c'est bien, mais tu sais qu'à un moment donné, tu n'auras pas la balle. Ton pressing, vu les joueurs que tu as, etc., il ne va pas être, à 100% tout le match. Et ce qui se passe quand les joueurs sont fatigués, je pense que Yacine il va revenir vers moi, quand les joueurs sont fatigués, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est les automatismes qui reviennent. Et ce qui se passe, bah, l'automatisme qui revient pour Marquinhos, c'est la défense. L'automatisme qui revient pour Danilo, et ils sont perdus, ils sont mal positionnés, ils sont pas sur le terrain. Et tu vois ce qui se passe sur le but de Nkunku. Donc tactiquement, ok, il a peut-être mis quelque chose en place, mais ce qu'il faut faire, c'est évoluer au fur et à mesure de la partie. Et il évolue pas. Voilà, tu vois que Sarabia, il n'est plus là. Tu vois que Di Maria n'est plus là. Tu as Kyler Ruiz. Tu as des solutions. Tu as Rafinha. Ok, tu as Fadiga si tu veux. Mais rien que Ruiz, déjà, et Rafinha, quand tu as Sarabia et Di Maria qui sont aux abonnés absents, tu les fais rentrer. Toi, le seul changement que tu fais rentrer Kerrer et Bakker. Et après, tu fais rentrer Rafinha. Bah, excuse-moi, tu t'as complètement loupé ton match. Voilà, as une lecture qui est, je sais pas, je crois que c'est le seul dans sa tête à avoir cette lecture de jeu. Parce que c'est quand même fou. C'est quand même fou. Cédric, Oula. Ouais. c'est Kais Ruiz, pas Kyler Ruiz. Oui, pardon, ouais, j'étais Et sur parce Keylor Navas. il avait son homme du match encore Ouais, ouais, je suis encore. dans la tête. Navas, mon Navas, je le mets, hein, je le mets encore dans les deux. Mais non, mais tu vois, franchement, c'est frustrant, c'est énervant. Tu vois ça, tu dis, c'est pas possible. Paredes, à la limite, tu vois, j'en ai pas trop parlé, parce que je me dis, bon, il revient, on n'est pas dans le secret des dieux, donc peut-être qu'il est un peu juste, et que si tu veux, mais il peut faire un quart d'heure à la fin. Je pense quand même, c'est un pro, il est là, s'il est sur le banc, c'est qu'il peut faire un quart d'heure. Enfin voilà, moi, la problématique de Tourelle hier, au-delà du cas Marquinhos-Danilo, c'est vraiment l'adaptabilité au fur et à mesure de la rencontre. Voilà. C'est ne pas réussir à trouver des solutions, c'est ne pas réussir à lire le jeu. Vraiment, la lecture du match, c'est une catastrophe. Et faire tes changements à la fin. Il est perdu, quoi. Tu as l'impression qu'il a... Moi, j'ai une impression, peut-être fausse, c'est que sur ces derniers matchs, il s'en fout un peu. Tu vois le comportement d'hier et tout, c'est... Voilà. Ouais. Moi, ça me gêne. Yacine, alors l'ami Thomas Tuchel. Alors, premièrement, si vous lisez tous les papiers d'après-match que je fais, à chaque fois, je parle du coaching. Dans chaque match, je parle du coaching. Ouais, bah, Parce que dans chaque match, il y a un problème de temps. Je rappelle quand même qu'hier, entre le carton rouge et le premier changement, alors que les joueurs s'échauffaient depuis 20 minutes, parce qu'on entendait quand même les commentaires dire qu'Herrera et trucs sont à l'échauffement, et Rafinha, il est à l'échauffement, il se passe 5 minutes. J'ai une question, Yacine, j'ai une question pour toi. Tiens, je te coupe 2 secondes. Le cas Danilo, qui apparemment était voilà, un peu blessé, un peu fatigué, voilà, depuis la première période. Ben voilà, on entendait des choses. Danilo faisait signe au banc et il boitait et il truc. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, il y a ça. Il y a les 5 minutes entre le carton rouge et ton premier changement. Ton changement, c'est les deux latéraux entre guillemets. Parce que finalement, Sarabia, tu fais rentrer Bakker et Kerrer en latéral droit, tu fais monter Florenzi. Il se passe encore 4-5 minutes de flottement
où Florenzi, il va se positionner là-haut à droite. Et finalement, on lui dit qu'il joue intérieur droit dans les 3 du milieu. Personne ne sait ce qui se passe, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il se passe 10 minutes entre le carton rouge et le temps que tout le monde comprenne ce qu'il a à faire sur le terrain. 10 minutes. Non, mais c'est pas possible. La deuxième chose, c'est que Tourelle, aujourd'hui, on voit bien de toute façon moi, je l'ai dit depuis longtemps, il cherche à se faire virer. Pour moi, la théorie, c'était je ne pourrais pas faire mieux. Donc, en fait, je vais aller dans le mur en disant ils vont craquer et après, je vais me poser en victime en disant j'ai fait une finale, etc. Et on reviendra après sur les déclarations, justement. Mais je termine là-dessus. Après le match, il dit est-ce que je me sens en danger? Non. Est-ce qu'il y a un problème au club? Non, aucun problème. C'est la vie. Comme entraîneur du PSG, ça ne suffit pas comme ça. Excuse-moi. Mais si aujourd'hui, ce que tu vois, ça te suffit à toi, effectivement, tu n'as plus rien à faire là. Voilà, c'est tout. À un moment donné, tu ne peux pas avoir cette exigence de juste dire bon, ben voilà, on rate un penalty, il y a 2 moments clés. C'est les 2 moments clés, on perd le match. Ah, c'est ça ton analyse du match? Mais arrête. Euh, Après, je le redis parce que je ne veux pas que les gens pensent qu'on tape sur Turel gratuitement, ça nous amuse, etc. Premièrement, moi, quand le PSG perd et fait des matchs comme ça, je souffre. Et deuxièmement, moi, j'aimerais bien dire du bien de Tourelle et dire. Hein? Il dit je peux en témoigner. Ouais. Et j'aimerais bien dire Thomas Tuchel, c'est le meilleur entraîneur que le PSG ait eu. On kiffe et en plus on gagne des titres et en plus on s'éclate et ce sera un plaisir pour moi. Mais on ne peut pas le faire. Et pour bien que les gens comprennent, c'est que on l'a dit souvent et je le répète aujourd'hui, il y a eu un Tuchel avant United 2019 que j'ai apprécié, que j'ai aimé. Les choses qu'il mettait en place, les changements en cours de match, les changements de système, tout ça, il n'y a pas de problème. Et il y a un Tuchel après United 2019 que je déteste. Voilà, je déteste dans sa lecture du match, je déteste dans son attitude, je déteste dans ses conférences de presse. Quand il dit analyser le résultat, c'est facile. Eh ben, ça n'a pas l'air si facile que ça, puisque tu tires jamais de leçon des résultats. Donc moi, je veux bien. Moi, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est facile de dire après un match, s'ils ont perdu, c'est à cause de ça, ça, ça. Pas de problème. Mais si c'est si facile, tire-en les conséquences. Après United, j'avais dit, Di Maria, il avait pas à jouer 85 minutes. Et comment ça se fait qu'hier, il joue 90? Et voilà. Donc c'est ça les enseignements. Ok, tu as perdu contre United. Encore une fois, ce n'est pas de la faute de Di Maria. Hein. Mais Di Maria, à un moment donné, contre United, il disparaît. Si c'est si facile d'analyser ce qui se passe après les matchs, tu le vois. Le mec, il n'a pas rejoué depuis parce qu'il est suspendu. Et ben, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ok, effectivement, Di Maria, je vais le faire jouer 60 parce qu'après, je ne peux plus compter sur lui aujourd'hui. Ben, tu n'en tires pas les leçons. Donc, c'est pas si facile que ça d'analyser. Moi, je pense qu'on est au bout de l'histoire, mais pas au bout de l'histoire pour l'année. On est au bout de l'histoire pour là tout de suite. Parce que si le Paris, là, ils estiment, d'après les trucs qui sortent, que la perte est autour de 200 millions. Une élimination en phase de poule, ça va te coûter 25 millions. En espérant que tu passes un 8e, il va te manquer 35 millions. Moi, je suis désolé, tu ne peux pas prendre le risque de foutre une année en l'air parce que tu n'as pas envie de donner 15 à Tourelle. Voilà. Et je crois que tu as la déclaration, il faut qu'on revienne sur la déclaration aussi de l'histoire de prolongation. Alors justement, comme ça, je vais passer un peu mousse dessus. La prolongation de contrat de Tourelle, t'en parlais un peu en substance. Yacine, donc le coach allemand a été interrogé par Sky Sport. C'était l'avant-match de Leipzig, hein, et c'était la fin de la conférence de presse. C'était pas pendant la conférence de presse, hein, c'était après, en entretien individuel. Donc il est interrogé sur sa situation contractuelle. Hein. On rappelle que Thomas Tuchel est en fin de contrat en juin prochain, et donc il a profité de l'interview pour réagir aux critiques un peu dont il est obligé depuis plusieurs mois. Je vous lis la déclaration de Thomas Tuchel. J'entends toutes ces choses, toutes ces critiques. On a beau être dans notre bulle, on est au courant de ce qui se dit, mais ça ne nous influence pas. J'ai été naïf en me disant qu'en ayant gagné 4 trophées et atteint la finale de la Ligue des Champions, je devrais être épargné ou tranquille. Cela a été le cas pendant 5 jours de vacances, et puis les débats autour de mon avenir ont repris. Ok, bon, c'est comme ça. Quoi qu'on fasse, ça ne changera pas, alors on se concentre sur le travail avec l'équipe. Et il a continué, Thomas Tuchel, hein, il se fait peu d'illusions pour la suite et a répondu de façon un peu agacée par la situation. On ne peut pas ne pas communiquer là-dessus. On peut lui dire ce qu'on attend, si on veut le prolonger ou pas. Quand le contrat de l'entraîneur se termine en juin et qu'aucune discussion n'a eu lieu pour le moment, après tout ce qu'on a fait pour le club, on peut être optimiste et être ouvert à toute proposition, mais il ne faut pas rêver non plus, mais on verra. Mousse, cette nouvelle déclaration du coach allemand, ça s'inscrit un peu aussi dans le bras de fer qu'il oppose en interne à son directeur sportif Leonardo.
Tourelle reproche cette fois au dirigeant brésilien, en gros, de ne pas lui communiquer plus clairement son avenir et qu'en gros, Thomas Tuchel veut être fixé sur son avenir. On comprend par cette déclaration. En fait, Thomas Tuchel, je pense que dans son esprit, il pense qu'il est encore en 2019. En 2019, il réussit à avoir la peau d'Antero Henrique parce que pour exactement les mêmes problèmes de mercato, de recrues, Thomas Tuchel voulait de certains joueurs, Henrique en voulait d'autres, bref. Et je pense que en étant arrivé en finale, la deuxième, donc ensuite avec Leonardo, déjà ça se passait déjà pas très bien avant le final 8, mais il est quand même arrivé en finale, la première fois de l'histoire, sous l'histoire de QSI. Donc il s'est peut-être dit, et en fait, c'est ce qu'on lit en substance dans sa réponse, en fait. Quand il dit oui, mais bizarre qu'il n'y ait pas de discussion alors que j'ai gagné 4 titres et je suis arrivé en finale. Hier, on avait cette discussion avec Yacine, et Yacine, il a raison, il me disait, mais en fait, il fait le job pour lequel il est payé. Et en plus, honnêtement, hein, quand tu es coach au PSG, bon, les titres nationaux, les premières années 2011, 2012, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné. Évidemment, aujourd'hui, on va dire que c'est le minimum syndical de remporter les titres nationaux. Je parle au moins du championnat. Et normalement, les 2 coupes aussi, tu dois les prendre. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue, mais au moins la Coupe de France. Ce qu'il a laissé échapper l'année dernière, je vous rappelle. Et ça, c'était jamais arrivé aussi sous l'ère de QSI. Et ça, il ne le dit pas, par contre. Tu vois? Donc, ensuite, si tu veux mon avis, ce n'est pas une info, mais ça deviendra sans doute bientôt une info. Moi, je pense que c'est terminé pour Thomas Tuchel. Il ne peut pas aller au-delà de samedi. Et je ne sais même pas, d'ailleurs, s'ils vont prendre la peine de le laisser encore jouer samedi. Ce n'est pas une info, c'est mon avis, même peut-être une intuition. Mais honnêtement, je ne vois pas comment tu peux répondre. Ce que disait Yacine, j'étais le premier à le dire dans le podcast. Je disais que c'était dangereux de le maintenir à son poste parce qu'il sait qu'il est en fin de contrat, donc il peut mourir avec ses idées. Et sur la manne financière que tu peux perdre avec l'UEFA si tu sors de la phase de poule, tu es déjà en difficulté économique. Et moi, je l'avais dit il y a un mois, ça, tu te rappelles, Yacine? J'ai dit, il faut partir maintenant. Parce que tu as le temps d'installer un coach, il n'est pas trop tard, tu peux encore installer des principes de jeu, etc., remobiliser le groupe. Et même là, il n'est pas trop tard encore. Je l'ai dit, hein, si tu gagnes ton prochain match à domicile en Ligue des Champions, écoute, tu passes deuxième. Et si tu enchaînes les 2 derniers matchs par 2 victoires, bon, bah, tu es qualifié, pas de souci. Mais par contre, il faut vraiment changer de coach pour insuffler un autre état d'esprit. Et on voit bien que les joueurs, ça ne va pas. Hier, Marquinhos, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la diplomatie en interview. Bien Quand sûr. il dit on soutient, nous, on soutient le groupe parce que Marquinhos, c'est un gentil garçon et que c'est pas le genre de mec à foutre le bordel avec des propos, on va dire, c'est pas le moment de les dire. Je pense que dans le vestiaire, c'est pas du tout le même discours qu'il a tenu à Thomas Tuchel. Danilo, pareil. Ouais, je pense qu'il lui en veut un peu parce que ça reste des compétiteurs, les mecs, et ils veulent pas sortir en phase de poule pour la première fois de l'histoire, et ils sentent que c'est possible que ça arrive. Donc moi, je pense que c'est la fin de Thomas Tuchel. Ouais. Et j'ai la déclaration, justement, avant de te lancer, Cédric, la déclaration de Marquinhos hier sur Thomas Tuchel. Donc, on lui pose la question. Si on soutient Thomas Tuchel, bien sûr, on sait comment c'est le foot. C'est le coach qui a fait la meilleure saison de l'histoire du club. Le foot n'a pas de patience pour moi, pour le coach, pour tout le monde. Il faut se concentrer sur les vrais problèmes. On a besoin de mieux faire les choses. On a confiance en notre coach. Il faut qu'on travaille pour s'améliorer. Ce n'est pas la faute du coach. Nous aussi, les joueurs, on peut faire beaucoup mieux. Cédric, est-ce que toi aussi tu penses par rapport au bilan, au constat qu'on fait depuis tout à l'heure, que Thomas Tuchel doit quitter le Paris Saint-Germain alors après le match de Rennes pendant la trêve internationale, la coupure? Déjà, premièrement, moi je pense, pour moi c'est pareil, c'est Manchester. Après Manchester, il y a eu un avant et un après Tuchel. De toute façon, on en a déjà discuté avec Yacine, on est plutôt du même avis. Maintenant, moi je pense vraiment que là, c'est terminé. Qu'il cherche vraiment mais à se faire virer le plus vite possible. Et il reproduit le même schéma, c'est ce que tu disais, avec Leonardo, qu'il avait fait avec Antero, et qu'il avait fait déjà à Dortmund. Il refait toujours la même chose. Et en plus, quand on parle des recrues, enfin, il râle sur les recrues, est-ce qu'on peut me dire les recrues choisies par Tourelle? Parce que si vous voulez qu'on en parle, c'est une catastrophe. Thilo Kehrer. Voilà. Diallo. Gay Ouais. Gay. Diallo. et Diallo. Voilà. Diallo. Merci. Voilà. Donc s'il veut choisir d'autres joueurs. C'est ceux qui ne l'a pas eu. Comme Voilà, Boateng,
etc. Heureusement, Oui, j'ai envie de dire. Pierre. Non, mais voilà, tu vois. Donc, en fait, la problématique de Tourelle, c'est maintenant, il se repose sur ce qu'il a fait. Les titres, mais les titres, c'est normal. Enfin, les titres nationaux, heureusement que tu gagnes les titres nationaux avec l'équipe que tu as. Faut pas oublier que Tourelle, il a quand même une équipe avec Neymar, Mbappé, Di Maria, enfin, Icardi, Navas. Il a eu Thiago Silva, Marquinhos. À un moment donné, enfin, heureusement que tu gagnes des coupes nationales et heureusement que tu gagnes le championnat. La Ligue des Champions. Alors, je vais essayer de ne pas me faire taper dessus. Je suis très content. Ça fait 37 ans maintenant que je suis derrière le PSG. Voir une finale de Ligue des Champions, ça me fait plaisir. Maintenant, le parcours, faut pas non plus se gargariser sur ça, les mecs. Hein, parce que l'Atalanta, on passe parce qu'on a un coup de chatte monumental, quand même. Faut pas oublier. Parce qu'on passe vraiment à deux doigts de la trappe. C'est pas extraordinaire. Et le fond de jeu, il n'est pas là. Comment? Merci Choupo-Moting. Ouais, merci Choupo-Moting. Ouais, oui, merci Choupo. Donc voilà, moi je trouve qu'on se gargarise un peu trop sur cette finale de Ligue des Champions. Attention, je dis pas qu'elle est au rabais ou etc. Je suis très content d'avoir été en finale de Ligue des Champions, mais il faut pas se reposer là-dessus. Et Tourelle, il oublie qu'il n'a pas de fond de jeu, il oublie que ses recrues, bah, c'est pourri, il oublie que voilà, ça a été le premier à ne pas nous faire gagner aussi tous les trophées nationaux. Voilà, il oublie beaucoup de choses. Si on veut parler maintenant du présent, c'est terminé. Tourelle, c'est terminé. Voilà, et je rejoins Mousse pour me dire, je pense qu'il sera pas là ce week-end. Mais après, on n'est pas dans le secret des dieux. On sait que si J'ai dit peut-être déjà ce week-end. Non, peut-être déjà ce week-end. moi, je pense qu'il sera déjà en trêve. Et peut-être, j'ai dit peut-être dès ce week-end. Mais bon, sait-on jamais. Moi, pour moi, à la trêve, il ne reviendra pas. Après la trêve, il ne reviendra pas. Maintenant, on peut se tromper. Aussi, ouais. Enfin, ce qui se passe aussi, c'est que il faut regarder par rapport souvent au marché. Donc, il faut voir s'il y a des coachs potentiellement qui peuvent venir au PSG. À l'heure actuelle, il y a des gens qui sont disponibles. Voilà, si vous voulez qu'on énumère des noms, il y en a quelques-uns, on sait, hein, Mota, si on veut quelqu'un qui était au club, Allegri, Pochettino, voilà. Donc pour moi, ouais, la trêve internationale, après, ce sera, enfin, il faut que ce soit fini. T'inquiète Cédric, on fera un podcast où on parlera du possible futur entraîneur, on parlera de tout, quand Thomas Tuchel sera licencié. Et il n'a pas fait jouer Dagba en plus, il joue, enfin, tu vois. Je sais, c'est pour ça que tu étais meurtri hier, Cédric. J'aurais bien voulu te lancer sur Dagba, mais bon, il n'a pas rentré. Yacine. Alors, juste pour bien comprendre que le milieu du foot, c'est un milieu de fou, moi, je vous le dis, Tourelle, il se pose en victime parce qu'il sait qu'il n'atteindra plus, et il connaît, vous inquiétez pas, hein, il sait très bien comment il arrive en finale de Ligue des Champions. Donc en fait, il sait qu'il a très très peu de chances de réatteindre la finale comme ça. Donc, en se faisant virer, il pourra toujours dire « Je suis parti sur une finale de Ligue des Champions, j'étais encore en lice pour me qualifier pour les huitièmes de finale. En gros, le club n'a plus voulu de moi. C'est pas du championnat. » C'est ça le truc. Il faut comprendre que le milieu du foot, c'est un milieu de vicieux. Faut arrêter de croire que c'est les bisounours, genre non, mais comment on peut imaginer qu'un coach a envie de se faire virer? Mais évidemment. Et ça existe tous les ans. La deuxième chose sur son histoire de j'ai cru que j'avais fait assez de choses pour mériter. Alors, je vais juste lui rappeler une chose. Il y a un mec qui avait un passé de fou, qui s'appelle Carlo Ancelotti. Et je ne vais même pas parler du PSG, parce que c'était les débuts, c'était. Voilà. Au Real Madrid, il a ramené la décima. L'année d'après, il s'est fait dégager. C'était Carlo Ancelotti. Donc, il faut arrêter de croire, Thomas Tuchel, que parce que tu as ramené une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, un championnat de France, que tu méritais d'être prolongé pour 10 ans. Tu as juste fait ton métier. Et le problème du football aujourd'hui, il est là. C'est qu'aujourd'hui, tu as des mecs, ils marquent 5 buts en 3 matchs, ils vont taper à la porte et ils disent j'ai marqué 5 buts en 3 matchs, je peux être prolongé de 2 ans avec une augmentation de salaire. Tiens, j'ai fait 3 bons matchs l'année dernière en Ligue des Champions, je peux être prolongé de 2 ans. Non, mais attendez, les mecs, vous êtes juste payés, très bien payés, pour faire ce que vous avez à faire. C'est pas un cadeau que vous faites quand vous gagnez des matchs. C'est pas un cadeau que vous faites quand vous marquez des buts. Vous faites juste votre métier. Voilà. Et moi, ça me rend fou, ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème, on est tous des êtres humains, on a besoin de reconnaissance, il n'y a pas de problème. Mais en fait, la reconnaissance, elle ne peut pas venir comme ça, genre en disant je réclame ça parce que j'ai gagné 2 Coupes de France. Mais non, tu as fait ton métier. Maintenant, si tu as très bien fait ton métier, que tout va bien, qu'on sent qu'on peut progresser, etc., ben oui, tout le monde te prolongera. Il n'y a pas un club au monde qui va avoir un entraîneur qui lui fait tout gagner en jouant bien, en ayant un groupe qui le suit, en ayant du spectacle, etc., et qui va dire au fait, non, nous, on ne veut plus de ça. On veut perdre des matchs. Ben non, ça n'existe pas.
Donc, s'il méritait d'être prolongé, crois-moi que Paris aurait déjà tout fait pour le prolonger. Donc, c'est bien qu'il y a d'autres problèmes plus profonds. Voilà. Maintenant, juste pour dire que euh, oui, Paris, c'est compliqué. Mais en fait, quand il dit je m'occupe pas de ce qui se dit, évidemment qu'il s'occupe de ce qui se dit, sinon il répondrait même pas à ça. Après, il dit quand même qu'il s'intéresse, enfin, il dit on a beau être dans notre bulle, on est au courant de ce qui se dit. Voilà. Oui, C'est mais quand j'y même- fais pas attention, mais c'est pas vrai. À partir du moment où tu es un être humain, tu es obligé de faire attention. Et ces conférences de presse, ça prouve que ça rejaillit sur lui. Parce que rappelez-vous, ces conférences de presse avant et après. Avant, il était hyper cool, il parlait et tout. Maintenant, c'est carrément, tu as des diplômes, tu n'as pas de diplôme, tu parles pas. C'est facile de dire après le résultat, les choix étaient mauvais. Mais c'était pas ça qu'il disait il y a un an. Donc c'est bien que ça a une influence sur son comportement. Donc sur ses choix. Il y avait Paulo Bretin d'ailleurs dans l'after hier qui parlait de Thomas Tuchel où il disait que déjà c'était un entraîneur très tacticien, très scientifique, etc., qui s'intéressait beaucoup plus à l'aspect tactique, etc., que aux supporters, qu'aux journalistes, etc., qu'au club, que le Thomas Tuchel qu'on avait vu du début de son mandat au Paris Saint-Germain n'est pas le même, et le vrai Thomas Tuchel qu'on a vu depuis l'après Manchester. Donc voilà, et il expliquait aussi il a dit aussi quelque chose. C'est l'environnement du PSG. Voilà, tous les entraîneurs. Exactement, merci Yacine. C'était peut-être le problème, le club, et pas forcément Thomas Tuchel, parce qu'il avait fait du bon boulot en Allemagne, et il dit, je pense qu'il n'a jamais réussi à faire ce qu'il voulait faire au Paris Saint-Germain, parce que l'environnement est trop compliqué. Et d'ailleurs, Thomas Tuchel est revenu sur sa déclaration au micro de Téléfoot, sur ce qu'il avait dit à Sky Sport. Il a dit, ils m'ont demandé pourquoi la presse en France dit toujours que le coach est en danger. Et donc il dit, j'ai simplement répondu, c'est comme ça depuis mon arrivée. Je n'ai pas dit que le club manque de soutien. J'ai l'impression que l'environnement est très critique. Il faut l'accepter, ça ne change pas ma manière de travailler avec l'équipe, avec le staff. Ça ne change rien, c'est l'avis d'un entraîneur au Paris Saint-Germain. Il n'y a aucun problème pour moi. Donc, ouais, Cédric. C'est pas l'avis d'un entraîneur au Paris Saint-Germain, c'est l'avis d'un entraîneur dans un grand club. Voilà. Va en Angleterre, non mais c'est pas l'avis d'un entraîneur. Va entraîner le Barça, va entraîner le Real, va entraîner des grosses équipes anglaises. C'est la même chose. Arrête de stigmatiser le PSG. T'as envie d'être entraîneur, dans un gros club. Et ben voilà, ça va avec, c'est un package. Ouais, surtout que c'était le premier, on va dire, gros échelle de dimension du Paris Saint-Germain. Donc, j'imagine qu'en plus, après avoir eu un club comme le Paris Saint-Germain, il voudra au moins un club du même standing. Donc, forcément qu'il aura toujours cette pression, cet environnement toujours très compliqué et où il y a de la pression, évidemment. Mousse, sur la déclaration de Thomas Tuchel. Je voulais juste ajouter, parce qu'après, il faut vraiment que j'y aille. C'est pour ça que je vous fais signe depuis tout à l'heure, parce que je ne peux pas rester plus longtemps. Là, on va finir. Quand Thomas Tuchel dit oui, je ne sais pas ce qu'il leur faut de plus, j'ai emmené l'équipe en finale, il faut juste rappeler quand même qu'il a été prolongé après Manchester, alors qu'il aurait dû se faire virer après une défaite comme celle-ci, et que le PSG lui a quand même tout de même fait confiance en levant la 3e année d'option. C'est-à-dire que si le PSG, parce que le PSG aussi est fautif pour moi là-dessus, n'aurait pas dû lever la dernière année en option, et si ça n'avait pas été le cas, il aurait quitté le PSG, l'ami Thomas Tuchel, et là on serait avec un nouvel entraîneur et peut-être sur un autre projet. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc il faut qu'il mette un peu d'eau dans son vin parce qu'en gros il dit qu'il n'y a pas de reconnaissance, mais on t'a fait confiance, on a levé la 3e année en option. Et franchement, jamais on aurait dû le faire, et ça a été une grosse erreur du Paris Saint-Germain. Voilà. En tout cas, le Paris Saint-Germain, donc la qualification du Paris Saint-Germain est quand même un petit peu compromise pour l'instant avec cette défaite, compte tenu de la victoire de Başakşehir hier contre Manchester United de buts à 1, parce que tu as quand même maintenant toutes les équipes qui sont en dessous tu as Başakşehir et le Paris Saint-Germain qui sont à 3 points, Leipzig à 6 points et Manchester aussi, donc le Parisien se retrouve quand même un peu dos au mur. Avec 3 victoires, tu n'es pas sûr, donc bon, tu sais tu es encore maître de ton destin. Tu es encore maître de ton destin, mais ça se complique quand même. Bien sûr. Il reste 3 matchs, mais tu as quand même perdu. Tu n'es pas obligé de compter sur un résultat improbable. Non, voilà. Le Paris Saint-Germain pourra. Domicile. Ouais, aussi. À domicile quand même. Donc, voilà. Le PSG pourra décider. Avec le public. Ouais. Le PSG pourra décider de la décision finale, mais évidemment que ça devra être avec des prestations autres que celles d'hier. On verra donc prochain match contre Rennes samedi en Ligue 1. On verra si ça sera toujours avec Thomas Tuchel sur le banc. Et puis après, il y a cette trêve internationale, donc on débriefera évidemment ce match contre Rennes. On verra tout ça. Merci à vous d'avoir été avec moi pendant le podcast. Merci Yacine, merci Cédric et merci Mousse. Mousse. Ciao, Mousse. Attends. Il n'entend pas.
Ah, Mousse. Là, je suis surpris parce que j'avais oublié de prendre le bouquin avec moi parce que je voulais le montrer quand même, parce qu'il est sorti hier. Ah, allez, montre. Voilà, je vous montre. Voilà, Avec une décennie pour rêver plus grand, hein, le nouveau livre de Paris United, écrit par Clément Pernia et Moustapha Boulim. Hein, vous voyez sur la couverture avec Leonardo, Neymar, Nasser Al-Khelaifi et Javier Pastore qui s'expriment dans le livre, hein, que Clément Pernia a eu en message WhatsApp et avec qui il a pas mal dialogué. Donc voilà, un livre qui revient sur la décennie du Paris Saint-Germain sous l'ère QSI. Allez, foncez l'acheter, il est disponible. Culturama, Fnac, etc. Vous pouvez le commander partout, hein, Mousse, hein, c'est ça. Hein. Je vous envoie mon adresse. Il y a même un lien, on l'a mis sur le compte Twitter, vous pouvez aller jeter un œil. On a mis un lien avec toutes les librairies qui font du click and collect pour soutenir un peu les librairies de vos centres-villes. Donc, priorité à ces gens-là. Et si dans votre ville, pardon, il n'y a pas de librairie qui a adopté ce système, vous pouvez toujours le commander via la Fnac, Cultura, Amazon, toutes les plateformes de vente. Sorti hier, le 4, et on est très fiers. C'est un très beau livre, courez l'acheter. Honnêtement, vous ne serez pas déçus. Il y a plein de petites anecdotes sympas. Et on revient sur la dernière décennie. Et à la fin du bouquin, on a un entretien incroyable avec Javi Pastore. Donc, franchement, rien que pour l'entretien pour Javi Pastore, ça vaut le coup de l'acheter. Voilà. Pour les amoureux du PSG, ils vont s'y retrouver. Voilà, le message est dit, le message est passé. Merci à vous d'avoir été avec moi pendant cette heure de podcast. Cette heure, on a un peu débordé, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ce match et cette défaite donc, du Paris Saint-Germain contre Leipzig. 2-1, rendez-vous donc après le rendez-vous, le match contre Rennes de Ligue 1 ce week-end. Salut à tous et merci d'avoir été avec nous. Ciao. Ciao.